Victory at all costs. Fear is vanishing. Jamais engañaron Siria. Y muchas madres en Cuba esperando todavía. Regardez cet homme. Il est le plus contesté du siècle. Il a su faire rêver, mais aussi massacrer. Février 1945, Yalta, il reçoit Churchill et Roosevelt. C'est Staline. Il est content. Pourquoi ce triomphe discret? Parce qu'il a maintenant les moyens de dominer l'Europe. Le petit Géorgien, fils d'un artisan, est devenu le maître de toutes les Russies. Il discute d'égal à égal avec Roosevelt et Churchill. Voyez cet enfant. Il joue au chef de bande. Il s'appelle Joseph Djougashvili. Qui pouvait prévoir qu'il serait un jour le grand Staline, adulé comme un dieu vivant? Joseph est né en 1879 en Géorgie, au sud de l'Empire des Tsars, dans cette humble maison à Gori. Voici Vissarion, son père, cordonnier alcoolique et brutal. Catherine, sa mère, obligée de le protéger des coups et qu'il appelle Soso. Elle aurait eu une liaison avec Egnatashvili, à qui Joseph ressemble tant. Ce riche notable aurait payé les études de l'enfant dans une école religieuse de Gori. Soso est un des premiers de sa classe, avec partout des notes excellentes. C'est en 1894, l'année du couronnement de Nicolas II, le dernier tsar de toutes les Russies, que Joseph entre au séminaire de Tiflis. Sa mère rêve de le voir prêtre. Mais Joseph n'est plus le petit Soso. Il entre au Parti social-démocrate d'inspiration marxiste. Il est expulsé du séminaire en 1899. Il n'est pas le seul à s'enflammer pour la révolution et la cause ouvrière. Depuis quelques années, la Russie se couvre d'usines. Le prolétariat russe vient de naître. Le feu de l'industrialisation et de la colère gagne la Géorgie. Les paysans aussi se révoltent. Ces moujiks manquent de terre, ils doivent se battre pour survivre et Joseph ne peut oublier que son grand-père était un serf. À la campagne, nombreuses encore sont ces processions qui montrent la ferveur d'un peuple sous l'influence des popes et de l'Église. Pendant ce temps-là, la bonne société goûte la douceur des jours heureux. Après le séminaire, Joseph entre dans la clandestinité. Koba est son surnom, ce qui signifie l'indomptable. Au même moment, il séduit la belle Catherine Svanidze qu'il épouse, comme il convient à l'Église. Le couple aura un fils, Jacob. À peine marié, Joseph est arrêté. 6 arrestations au total entre 1902 et 1917. À plusieurs reprises, il sera traîné en Sibérie. 5 fois, Koba réussit à s'évader. Il a 26 ans. Il est libre au moment de la révolution de 1905 qui a failli renverser le régime. Son rôle, il faut le dire, a été mineur dans ces événements. Cette même année, à Helsinki, il voit Lénine pour la première fois à la conférence du parti. Londres, 2 ans plus tard, il rencontre le véritable héros de la révolution de 1905, Léon Trotsky, chef du soviet de Saint-Pétersbourg. Koba revient par Berlin et visiblement prend goût à ses voyages européens. En Géorgie, il aurait été complice d'attaques à main armée pour le parti. 1906, la police du tsar Lokrana découvre une imprimerie qui publie des tracts révolutionnaires. Arrêté, Koba est soupçonné d'avoir trahi et d'être un indicateur. Ce document semble l'attester, c'est une provocation de la police. Survient alors un drame, son épouse Catherine meurt. Cette femme adoucissait mon cœur de pierre. Avec elle sont morts mes derniers sentiments tendres envers les hommes. Un ressort est brisé. Après d'autres années de Sibérie, Joseph reprend en 1912 le chemin de l'Europe. Cracovie, puis Vienne, accompagné de Malinowski, un espion du tsar. Lénine le nomme au comité central du nouveau parti bolchevique. Joseph s'appelle alors l'homme d'acier, à 33 ans, Staline est né. Pendant ce temps, pour le tsar, le tsarévitch et la cour,
la vie continue. Alors que la famille impériale s'initie au tennis, la situation internationale se dégrade. Nicolas II espère que les réflexes patriotiques feront taire les oppositions. La Russie, alliée de la France et de l'Angleterre, affronte les Autrichiens et les Allemands. Saint-Pétersbourg devient Pétrograd. 1914, c'est la guerre. Le pays est mobilisé. Les popes bénissent. Les premières victoires réchauffent le patriotisme. Mais très vite, en 1915, en 1916, en 1917, la pénurie s'installe, les nouvelles du front sont mauvaises. Staline, encore une fois déporté, échappe à la conscription. Il a le bras gauche trop court. Les pertes sont immenses. La révolte gronde. Février 1917, c'est la Révolution. Nicolas II abdique. Un gouvernement provisoire constitué de libéraux se forme sous la direction du prince Lvov. Kerensky en fait partie. Il est aussi le vice-président d'un second pouvoir, le Conseil des ouvriers, le Soviet de Pétrograd. Ce nouveau gouvernement veut continuer la guerre. Pendant ce temps, le souffle de la liberté gagne la Sibérie. De nombreux déportés reviennent. Parmi eux, Staline, qui gagne Pétrograd en mars 1917, en même temps que son codétenu Kameniev. Ils sont les deux premiers leaders bolcheviques arrivés dans la capitale. Ils prônent un point de vue modéré proche des mencheviks, ils acceptent la guerre et affirment cette position dans la Pravda. D'autres exilés reviennent, Zinoviev. Mai 1917, Trotsky, toujours aussi populaire depuis la révolution de 1905, orateur de talent, soulève les foules. Lénine, arrivé de Suisse au mois d'avril, donne le ton et contredit les premières initiatives de Staline et de Kameniev. Il faut refuser la guerre. Staline, complètement dépassé par ses intellectuels fougueux, s'aligne sur Lénine. Ce film de propagande stalinienne des années 30 lui donnera un beau rôle. Tout se précipite. À gauche, les bolcheviks tentent en juillet une insurrection qui échoue. À droite, le général Kornilov et les Cosaques marchent sur Pétrograd, échec. Au centre, le gouvernement et Kerensky, son nouveau chef, paraissent vainqueurs grâce aux bolcheviks sortis de prison. Faisons la révolution. Octobre 1917, le palais d'hiver, c'est la veillée d'armes. Kerensky n'a plus que des bataillons de femmes et de jeunes officiers pour le défendre. En face, à l'Institut Smolny, le soviet de Pétrograd se prépare. Les bolcheviks avec Trotsky sont majoritaires. Le croiseur Aurore, depuis la Neva, tire à blanc sur le palais. Le lendemain, tout est fini. Les badauds peuvent découvrir les quelques impacts de balles. Les bolcheviks ont gagné, ce fut un putsch plutôt qu'une révolution. Staline y a joué un petit rôle. Le nouveau pouvoir révolutionnaire distribue les terres aux paysans. Novembre 17. Élection à l'Assemblée constituante. Premières et dernières élections libres où les bolcheviks n'obtiennent que 25% des voix. L'Assemblée ne siège que quelques heures. Pour Lénine, priorité à la révolution. La paix avec l'Allemagne doit être signée. Trotsky trouve les conditions allemandes trop dures. Il compte sur une révolution à Berlin, en vain, malgré ces scènes de fraternisation entre Russes et Allemands. La paix est signée en mars 1918. Il était temps car les forces favorables au tsar se sont reconstituées et attaquent de tous côtés. Les cavaliers de la contre-révolution blanche s'approchent de la capitale. Menace allemande, puis menace cosaque, Pétrograd prépare sa défense. Le gouvernement bolchevique s'installe à Moscou. Commissaire aux nationalités, Staline le suit. Il voyage avec sa secrétaire Nadiejda, la fille d'un de ses amis. Elle a 23 ans de moins que lui. Il l'aurait prise de force dans le train et épousée pour éviter le scandale. Contre les Blancs, l'armée rouge s'organise. Au tout premier plan, encore Trotsky. Devenu commissaire du peuple à la guerre, il crée cette armée. Dans le camp des Blancs, l'amiral Kolchak
est un des chefs les plus impitoyables. Maître de la Sibérie et de l'Oural, il tue, il pend, il fusille sur son passage. Au nom du tsar, il reprend la terre aux paysans pour la rendre aux nobles. Toutes ces exactions profitent aux rouges. C'est la terreur blanche. 1918, Staline se voit enfin confier une mission importante. Il doit arrêter l'avance des Blancs venus de l'Oural à Tsaritsyn. Ce film de propagande montre comment il passe au-dessus de l'autorité de Trotsky pour demander à Lénine les pleins pouvoirs politiques. C'est à son ami Vorochilov que Staline confie le commandement militaire. Le chef de l'armée rouge est furieux contre Staline, qui, aurait-il dit, est remarquable par sa médiocrité. Un duel sans merci commence. Finalement, d'après ce film de fiction, Lénine semble lui donner raison. Triomphant, celui-ci peut donner son nom à la ville qu'il libère, Stalingrad. Оправдаю доверие, дорогой учитель. 1918-1920, c'est la guerre civile. Lénine instaure le communisme de guerre. Il nationalise les entreprises, les rouges réquisitionnent dans les campagnes et les villes pour ravitailler leur armée. La terreur rouge répond à la terreur blanche. La Tchéka, la police politique, arrête en masse les opposants. La Tchéka de Dzerzhinsky manque de bras, enrôle des enfants, des orphelins. Ces jeunes sont les futurs cadres du régime. 1919, la guerre civile rebondit. Depuis la fin du conflit mondial, Français et Anglais aident les Blancs contre les bolcheviks. Devant Kameniev, Trotsky affirme qu'une internationale doit déclencher une révolution mondiale. Lénine aussi s'est mobilisé les esprits contre les Blancs et l'intervention militaire des étrangers. Petrograd est de nouveau menacée. Les bolcheviks mobilisent les marins. Staline, dépêché dans l'ancienne capitale pour reprendre la situation, n'hésite pas à exécuter 67 officiers en désaccord avec lui. Là encore, dans cette fiction, la future propagande stalinienne aura tendance à glorifier son rôle militaire. Après 2 ans de guerre civile, les dernières batailles s'engagent. Partout en Russie, l'armée rouge triomphe, contre-attaque et bouscule les Blancs. Canonnades, charges héroïques conduisent à la victoire bolchevique. Coup de théâtre, le général Tukhachevski, nouveau héros de l'armée rouge, doit affronter Pilsudski, le Polonais qui lance ses armées contre les bolcheviks. Tukhachevski repousse l'invasion et se retrouve aux portes de Varsovie. Le Russe est vaincu sur une faute de Staline qui lui refuse un renfort au moment crucial. Avec cette défaite, des territoires ont été perdus. Malgré tout, l'armée rouge a sauvé la révolution. Trotsky peut être fier lorsqu'il distribue ses modestes prises de guerre à ses soldats. 1921, les bolcheviks ont gagné, mais à quel prix? Le pays ruiné compte ses 8 millions de morts après une guerre mondiale et une civile. Les paysans, pour échapper aux réquisitions, cachent leurs récoltes. La pénurie s'installe, puis la famine, suivie d'une épidémie de typhus qui ajoute au noir bilan 5 autres millions de victimes. Il est temps de changer de cap.
Lénine met fin au communisme de guerre et lance la nouvelle politique économique, la NEP. L'initiative privée est légalisée, les réquisitions à la campagne abandonnées, l'argent sort de ses cachettes, la consommation reprend et la vie aussi. Pour Lénine, ce retour au capitalisme doit être limité et provisoire, le temps de la reconstruction. La société russe respire après 7 ans d'enfer, certains dans les villes et dans les campagnes en profitent plus que d'autres. Les Américains apportent une aide humanitaire. Staline en contrôle l'organisation. Il en profite pour arrêter les mencheviks qui travaillent dans ses comités de soutien. La situation s'améliore. Grâce à ces distributions de nourriture et aux livraisons des paysans, la disette cesse et les enfants ont de quoi manger. C'est un communisme atténué avec l'électricité en plus. Ce moment est primordial pour Staline. Il utilise sa femme Nadiejda, qui travaille avec Lydia Fotieva, la secrétaire de Lénine, pour tout connaître des faits et gestes du chef de la révolution et gagner sa confiance. Fatigué par une opération de l'appendicite, Staline est envoyé en cure par Lénine. Avril 1922, Staline, à 43 ans, se fait nommer Jansek, secrétaire général du parti. Il n'éveille pas la méfiance des vieux bolcheviks. Toujours commissaire du peuple aux nationalités, Staline fait plusieurs voyages dans le Caucase, à Bakou. En Géorgie aussi, son pays natal, où son ami Orjonikidze avait chassé les mencheviks du pouvoir. Été 1922, Staline et Lénine se brouillent à propos de ces républiques du Caucase. Staline veut les intégrer de force à la nouvelle fédération soviétique. Lénine est malade. Il doit penser à sa succession. Il n'a plus confiance en Staline, alors qui? Trotsky? Le plus capable sans doute, mais trop d'assurance. Alors Boukharine, l'enfant chéri du parti, trop jeune, trop théoricien. Rescapé d'une hémorragie cérébrale, Lénine doit se reposer. Sa femme, la Krupskaya, veille sur lui. Elle déteste Staline et sait que Lénine voudrait le destituer. Lénine l'a écrit dans une lettre qu'elle détient. Mars 1923. Une attaque prive Lénine de la parole. En avril, au 12e congrès du parti, Staline s'impose. Il place ses amis tels Molotov, Voroshilov et Kaganovitch au poste clé. Le 21 janvier 1924, Lénine meurt, terrassé par une 3e attaque. Son corps est ramené à Moscou. Parmi ceux qui portent le cercueil, Kameniev et Staline. Les moscovites sont là par centaines de milliers. Ils attendent. Ils veulent tous rendre hommage au père de la Révolution. Il fait moins 30. Ce faste, Lénine ne l'aimait pas. Krupskaya est furieuse. Qui est le grand organisateur de cette cérémonie? Staline. Le grand absent, c'est Trotsky en inspection aux armées. Absence fatale. La troïka formée par Staline, Kameniev et Zinoviev a le pouvoir. Ces intellectuels talentueux préfèrent s'allier à Staline plutôt qu'au brillant Trotsky. 1924, à l'enterrement de Dzerzhinsky, ils sont tous là. Staline, bien sûr, mais aussi Trotsky, qui assure allier Kameniev et Zinoviev à 2 de ses idées. Exporter la révolution dans le monde, mettre fin à la NEP, construire le socialisme et industrialiser le pays à marche forcée. Boukharine représente l'aile droite du parti. Staline s'appuie sur lui. Prudence, on continue la NEP, on construit le socialisme dans un seul pays, l'Occident est rassuré. Février 28, Staline fait arrêter Trotsky, l'envoie en Asie centrale, à Alma-Ata, avant de l'expulser du RSS l'année suivante. Le tournant crucial avait eu lieu un peu plus tôt en décembre 1927, lors du 15e congrès du Parti communiste du RSS. Staline avait réussi à faire exclure Trotsky du parti. Son triomphe est complet. Entouré de ses fidèles, sur lesquels il a toute autorité, à 48 ans, il est le maître du Kremlin. Seul au pouvoir, il adopte en partie les idées de Trotsky, notamment celle de l'industrialisation. 1928, il met le pays au travail, abandonne la NEP, décrète la planification, impose une révolution industrielle, fait construire des barrages, des centrales hydroélectriques,
tel Dnieprogress. Prudent, Staline veut le socialisme dans un seul pays. L'URSS doit se suffire à elle-même. Le produit roi, l'acier. Les films de propagande le soulignent. Une ère pionnière commence, ainsi que la collectivisation des terres avec la création des coopératives de production, les kolkhozes. Cette politique est d'abord fondée sur le principe du volontariat. Là encore, la propagande décrit un véritable paradis kolkhozien. Ces années sont presque des années heureuses pour Staline. Quand il n'est pas au Kremlin, il est dans l'une de ses datchas à la campagne. Avec sa femme, il reçoit ses amis. Nadiedja et lui ont une fille, Svetlana, née en 1926, et voici leur fils aîné, Vassili. Staline aime montrer la simplicité de ses plaisirs, le jardinage, la promenade et la chasse. Mais le bonheur n'est pas pour tous. La répression s'amplifie, contre les lieux du culte d'abord. Les églises sont réquisitionnées, pillées, affectées à d'autres usages ou tout simplement détruites. Surtout, Staline prend la décision la plus dramatique de toutes. Faisant fi des mises en garde de Boukharine, il rend la collectivisation des terres obligatoire. Les paysans dès lors cachent le bétail et les récoltes. Ils sont furieux contre ces fonctionnaires qui les inspectent. Ces terres que la Révolution leur a données en 1917, voilà qu'on les leur reprend. Les campagnes se révoltent, les arrestations se multiplient. Le régime s'en prend aux koulaks et parle de dékoulakisation, comme si les paysans riches étaient les seuls protestataires. Or, la répression touche des millions de ruraux. Nadiejda, femme de Staline, militante et admiratrice de Lénine, ne supporte plus cette trahison de la Révolution. En novembre 1932, elle se suicide. Staline reste seul avec les siens. Vassili, Jacob, Svetlana. Après la mort de Nadiejda, aucun frein moral n'arrêtera Staline. L'implacable Beria compte parmi ses intimes. Staline adore Svetlana. Elle ne sait pas que sa mère, en désaccord avec les méthodes employées par le dictateur, s'est suicidée. Par trains entiers, des citadins qui s'opposent à ce socialisme stalinien, des paysans qui refusent d'entrer dans le système kolkhozien sont déportés. Tous les moyens sont mobilisés pour rassembler et transporter ces hommes et ces femmes. Qualifiés de saboteurs ou d'ennemis de la Révolution, ils sont embarqués pour des destinations inconnues. La Sibérie le plus souvent, comme au temps des tsars. En 1934, une administration spéciale est créée, le Goulag. De rares images existent mais ne donnent aucune idée des vraies conditions de vie. Entre 1934 et 1947, il y a en moyenne plus de 2 millions de détenus en permanence. 15 millions de personnes sont passées par ces camps. Le régime trouve là une main-d'œuvre gratuite. La mortalité effrayante varie de 2 à 18% selon les années. Les historiens estiment les victimes du Goulag à 2 millions au total. Ces forçats ont creusé le canal de la mer Blanche. C'est Staline lui-même qui l'inaugure avec son ami Kirov. Kirov est précisément l'homme qui monte, le responsable du parti à Leningrad, le nouveau nom de Petrograd. Le voici en janvier 1934, au 17e congrès du Parti communiste. Il est applaudi à tout rompre, plus que Staline lui-même. Voit-il en son ami un rival? Son sourire est gêné. Il n'applaudit pas tout de suite. Il note. Finalement, il applaudit, mais nous ne saurons jamais ce qu'il a écrit. 8 mois plus tard, Kirov est assassiné dans des conditions très mystérieuses. Staline en tête porte son cercueil. A-t-il commandité le crime? Profitant de l'émotion créée, il amplifie la terreur à l'intérieur du parti. Les procès de Moscou commencent. Les accusés sont pour la plupart les vieux compagnons de Lénine.
La première vague en 1936 frappe Kameniev, condamné à mort, ainsi que Zinoviev, exécuté. Comment Staline ose-t-il s'en prendre aux vieux bolcheviks sans susciter la révolte du parti? C'est que le parti a changé. Staline l'a façonné à son image. Les cadres sont des hommes du peuple comme lui. Il faut en finir avec les intellectuels encombrants. Voici la nouvelle élite, populaire, insouciante, reconnaissante aux bâtisseurs de l'URSS socialiste. Ils ne sont pas très riches, mais ils ont quelques privilèges. Des vacances organisées au bord de la mer Noire. Docile, cette nomenclatura fait marcher la machine stalinienne. 1937, Staline relance les purges et les justifie au théâtre du Bolchoï devant ses nouveaux cadres du parti. Les défauts qu'il avait, voix incertaine, phrases hachées, manque de brio, accent géorgien, sont maintenant des qualités. Le personnage incarne un homme issu du peuple, au service du peuple, mort aux anciennes élites. Les victimes se succèdent. Le général Tukhachevski, Boukharine, et jusqu'à la famille de sa première femme. Trotsky, l'exilé, ne sera pas oublié. Il sera assassiné 2 ans plus tard à Mexico, sur ordre de Staline. Revenons à ces procès de Moscou. C'est la danse de la victoire. Pourtant, c'est la terreur. En 1937 et 1938, plus de 600 000 fusillés. Ils sont rayonnants, les serviteurs du tyran. Molotov, Mikoyan, Voroshilov et les autres. Voici Staline, devenu le petit père des peuples, avec tous ceux et celles qui viennent de toutes les républiques soviétiques lui rendre visite. « 1er mai 1937. Une bien belle journée en perspective. On se lève pour le voir, ce petit père du peuple. On se réveille les uns les autres, on se prépare, on est prêt. En cette journée particulière, on se retrouve. Il est là, entouré de ses fidèles. Boudienny, l'ancien officier tsariste, a changé de maître. Voici ce défilé grandiose qui marque le culte d'un peuple, le culte d'un homme. Un État totalitaire est né avec son chef, avec la terreur, avec l'embrigadement. Et en prime, la joie obligatoire pour tous. Staline semble oublier ses origines géorgiennes. Il voit rarement sa mère. Cette paysanne austère et très pieuse a su lui communiquer sa force. Lors de sa dernière visite l'année précédente, elle aurait dit à son fils « Dommage que tu ne sois pas devenu prêtre ». Elle meurt en 1936, il n'assiste pas à son enterrement, il envoie Beria. Depuis 1933, un danger s'annonce pour l'URSS. Hitler veut agrandir l'Allemagne à l'Est. Staline, isolé, se rapproche alors des démocraties. 1934, l'URSS entre à la Société des Nations. 1935, rapprochement avec la France et voyage de Laval à Moscou. Les démocraties déçoivent Staline. 1936, guerre civile en Espagne. Elles n'interviennent pas aux côtés des républicains, alors que Hitler et Mussolini aident Franco. 1938, méfiance de Staline. À Munich, Hitler, qui vient d'annexer l'Autriche, a le feu vert de la France et de l'Angleterre pour s'approprier les Sudètes. Violent en politique intérieure, Staline est prudent dans sa politique étrangère. Puisque les démocraties ne veulent pas risquer la guerre avec Hitler, pourquoi l'URSS courrait-elle ce risque? Pourquoi ne pas pactiser avec le diable et détourner ses ambitions de conquête vers l'Ouest? Le 23 août 1939, un pacte contre nature est signé. Hitler a les mains libres. La Seconde Guerre mondiale va commencer.
Septembre 1939. Les Allemands envahissent la Pologne, les Soviétiques aussi. Staline prend sa revanche. La partie de l'Ukraine conquise par les Polonais en 1920 avec la ville de Lvov leur est reprise. 1939-1940, l'URSS occupe les 3 pays baltes et la Carélie en Finlande. Étrange 1er mai 1940. Des officiers et des soldats de la Wehrmacht déambulent sur la place rouge. Le pacte germano-soviétique tient toujours. Вторая империалистическая война, затеянная капиталистами в целях нового передела мира. Le défilé se veut une démonstration de la force militaire soviétique. Pendant ce temps, les nazis préparent l'invasion de la France. Un an plus tard, le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'URSS. La Luftwaffe détruit l'aviation soviétique au sol. L'invasion commence, les troupes russes sont mises en déroute. Staline est déprimé. L'URSS, la révolution et son pouvoir sont ébranlés. Il lui faudra 10 jours de réflexion. Le 3 juillet, son allocution est radiodiffusée dans tout le pays. Il s'adresse aux soviétiques en les appelant ses frères et ses sœurs. Il lance la grande guerre patriotique. Les moscovites se mobilisent pour défendre la capitale. Staline fait sienne la politique de la terre brûlée que Kutuzov avait opposée à Napoléon. Comme pendant la guerre civile, il menace les soldats qui céderaient du terrain. Des armées entières sont ainsi encerclées et emprisonnées. Novembre 1941, la Wehrmacht s'approche de Moscou. Le maître de l'URSS reste au Kremlin. C'est le 24e anniversaire de la Révolution d'octobre. Un mois plus tard, l'ennemi est arrêté à 25 km de la capitale. À cheval, à pied, toutes les forces sont déployées. Pour la première fois depuis 6 mois, les prisonniers sont allemands. La bataille de Moscou est gagnée au moment précis où les Américains, attaqués par les Japonais à Pearl Harbor, entrent aussi dans la guerre. Les Allemands ont tué, pendu, semant la haine chez les Russes. Même les victimes du stalinisme préféreront pour la plupart Staline à Hitler. Au printemps, les Allemands reprennent leur offensive. Ils préfèrent contourner par le sud, s'emparent du Caucase et pénètrent dans Stalingrad en juin 1942. Staline a besoin d'aide. Churchill, l'homme de la résistance anglaise, atterrit à Moscou en août 1942. Staline lui demande ainsi qu'aux Américains d'établir le plus vite possible un second front en Europe pour soulager la pression allemande sur l'URSS. Churchill ne propose aucune date précise, mais il promet une aide économique. Aide essentielle, 10 000 chars sont acheminés par diverses voies dont l'Iran. Mieux encore, 700 000 camions ont permis la mobilité de l'armée rouge. 20 000 avions également ont été livrés, la plupart américains. L'autre voie de transit, c'est l'océan Arctique, où sévissent les sous-marins allemands. En URSS, l'industrie de guerre s'organise. Elle produit 100 000 chars, dont les célèbres T-34. 120 000 avions sont construits. Fait peu connu, des recherches sont faites pour mettre au point cet avion à réaction. 1000 usines ont été transférées dans l'Oural ou en Sibérie. Les résultats sur le terrain ne sont pas immédiats. Leningrad est assiégée. La ville souffre le martyre. La population manque de tout et meurt de froid ou d'épuisement dans la rue. Heureusement, les bonnes nouvelles proviennent du sud.
Le 2 février 1943, l'armée de von Paulus, encerclée à Stalingrad, a capitulé. Cette nouvelle retentit dans le monde entier, suscitant un immense espoir chez tous ceux qui combattent Hitler. Au Kremlin, son quartier général, Staline mène seul la guerre sur tous les fronts. Pour sceller l'unité nationale, il donne plus de liberté aux paysans, réduit les détenus du goulag, s'allie avec l'Église. 1943, le maréchal Staline prend plus souvent conseil auprès de ses généraux. Une seule fois, il se rend sur le front. Jacob, son fils, est fait prisonnier par les nazis. Ils veulent l'échanger contre des officiers allemands. Staline ne fera pas d'exception pour lui, il le laissera mourir dans un camp. Vassili, engagé dans l'aviation, se distingue surtout par ses beuveries. Svetlana tombe amoureuse de l'écrivain Kapler. Staline le déteste, sans doute parce que juif. Arrêté, il sera déporté. Téhéran, décembre 1943. 3 géants se rencontrent pour la première fois. Staline reçoit du lion cette épée d'honneur. Le maréchal est ému jusqu'aux larmes. Les Occidentaux lui annoncent enfin le second front en Normandie, printemps 1944. Sur le plan politique, Roosevelt concède que les pays baltes puissent intégrer l'URSS après la guerre. Les Polonais céderont des territoires aux Russes, mais récupéreront à l'ouest des terres jusque-là allemandes. Après la bataille de Stalingrad, puis surtout celle de Koursk, immense bataille de chars, le rouleau compresseur soviétique est en marche vers l'ouest. La Biélorussie, l'Ukraine sont enfin libérés. L'armée rouge entre en Pologne et installe à Lublin un gouvernement pro-soviétique, concurrent du gouvernement polonais de Londres. Forêt de Katyn, 1 an plus tôt en avril 1943, les Allemands découvraient un charnier. Plus de 10 000 officiers polonais tués d'une balle dans la nuque. Les Allemands annoncent que le crime a été commis par les Soviétiques fin 1940. Lorsque l'armée rouge reconquiert les lieux, elle affirme que c'est l'œuvre des nazis fin 1941. Nous savons aujourd'hui que c'est Staline qui donna l'ordre. Été 1944, les Russes arrivent devant Varsovie. Staline ne porte pas secours aux insurgés se réclamant du gouvernement polonais de Londres. Les nazis écrasent l'insurrection. Staline liquide ainsi l'élite polonaise anti-soviétique. Yalta, février 1945, la guerre n'est pas finie. Staline, en position de force, veut que la conférence des Trois ait lieu chez lui. L'armée rouge est devenue la plus puissante du monde. Elle occupe presque toute l'Europe de l'Est. Elle se bat à 50 km de Berlin. Les Anglo-Américains débarqués en France 8 mois plus tôt n'ont pas franchi le Rhin. Staline négocie, l'ambiance est très cordiale. Non, les Trois Grands n'ont pas partagé l'Europe, contrairement à une légende tenace. Ils ont même tenté d'empêcher qu'elle se divise en 2 blocs. Chacun fait des concessions. Staline finit par adopter le plan Roosevelt, créant l'ONU, et accepte d'entrer en guerre contre le Japon 3 mois après la capitulation. Roosevelt et Churchill concèdent un point capital. Ils acceptent le gouvernement polonais mis en place par les Russes, avec quelques ministres du gouvernement de Londres. Staline accorde une garantie. Il y aura des élections libres en Pologne, comme dans toute l'Europe. Tiendra-t-il sa promesse? Quelques semaines plus tard, les orgues de Staline crachent le feu. La dernière bataille en Europe s'engage, la bataille de Berlin. Les roquettes soviétiques, les Katyusha, sont destinées au Reichstag, sur lequel le drapeau rouge va bientôt flotter. Le Troisième Reich n'aura pas duré 1000 ans. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker, ses généraux se rendent. Ce film est un pur produit de la propagande stalinienne de l'après-guerre. Tout y est inventé et parfois falsifié. La cérémonie des drapeaux. Le quadrimoteur dont on a l'impression qu'il va atterrir au cœur de la capitale du Reich. Le délire de la foule et des soldats émus d'accueillir leur héros. Et lui qui n'est pourtant jamais venu à Berlin lors de la capitulation nazie.
Товарищи, сегодня мы празднуем великую победу над германским фашизмом. Дорогой ценой приобретена эта победа. Не забывайте принесенных вами жертв. Potsdam, juillet 45. Les trois grands préparent le monde de l'après-guerre. L'ambiance est moins cordiale qu'à Yalta. Staline n'en a pas respecté l'esprit. En Roumanie et Bulgarie, il a mis en place des gouvernements qui lui sont dociles. Roosevelt est mort depuis le 12 avril. Truman, son successeur, a un atout. La bombe atomique expérimentale vient d'exploser. L'URSS n'est plus la première puissance militaire. Le rapport de force a basculé. Staline a 66 ans. Les Occidentaux sont très fermes. La bonne entente entre les Alliés dépendra du respect par Staline des accords de Yalta sur l'organisation d'élections libres en Europe de l'Est. Truman fait des concessions. Il accepte que la ligne Oder-Neisse serve provisoirement de limite entre la Pologne et l'Allemagne et que l'URSS, ruinée, bénéficie de la moitié des réparations allemandes. Par l'aide américaine et la bombe, Truman reprend l'initiative. Staline et Beria ont le choix. Jouer l'alliance et ne pas soviétiser l'Europe de l'Est, ou choisir la pauvreté et se passer de l'aide alliée. Berlin est à 20 km de Potsdam. Beria, l'ami géorgien, maître de toutes les polices, ne résiste pas au plaisir de visiter les ruines de la chancellerie d'Hitler, le cœur du Troisième Reich. Craignant pour sa sécurité, Staline regagne rapidement Moscou après la conférence. 1945, c'est aussi le retour des prisonniers soviétiques. Nombre d'entre eux considérés comme des traîtres seront déportés en Sibérie. Les populations civiles qui avaient fui les zones de combat reviennent. Pas toutes. Les Tatars de Crimée, les Allemands de la Volga déportés ne reviendront pas chez eux. L'URSS cumule la moitié des destructions de la guerre dans le monde. Sur 172 millions d'habitants, 25 sont sans abri. Et les morts, plus de 20 millions, ou 30 selon les dernières hypothèses. Quelle priorité pour Staline? Respectera-t-il les accords de Yalta afin de bénéficier de l'aide des Alliés? Ou choisira-t-il l'expansion en Europe? Il honorera une seule des promesses de Yalta. 3 mois après la capitulation allemande, l'URSS entre en guerre contre le Japon où la bombe atomique vient d'exploser. L'armée rouge entre en Mandchourie chinoise et en Corée du Nord. En Pologne, il viole les accords de Yalta. Il n'y a pas d'élection libre, il impose les communistes. En Hongrie, il hésite, mais il n'a plus le choix. Il a lui-même déclenché la guerre froide avec sa politique polonaise. Février 48, le coup de Prague donne la totalité du pouvoir aux communistes. Tito, le Yougoslave, est le seul à refuser la tutelle de Staline. Enfin, après la crise de Berlin en 48-49, la zone d'occupation soviétique à l'Est devient la République démocratique d'Allemagne. Staline veut la bombe atomique. Ses espions font parvenir des renseignements déterminants des États-Unis. Les Rosenberg ont sans doute joué un rôle mineur, mais ils sont condamnés à mort, c'est la guerre froide. En 1949, la première bombe atomique soviétique explose. L'URSS devient un empire. L'armée rouge veille sur les frontières, mais aussi sur le bloc communiste qui se replie derrière le rideau de fer. Pendant la guerre froide, le goulag se remplit de nouveau. Le régime est à parti unique, avec candidat unique à toutes les élections. Le maréchal, le petit père des peuples, cumule les fonctions et règne en maître absolu. Staline est un homme fatigué. En 1945, il a subi une attaque cardiaque. Il se repose pendant 3 mois dans sa datcha sur la mer Noire. Il est seul, sa mégalomanie grandit. La répression vise particulièrement intellectuels et juifs. En 1948, Mykolaiz, le plus grand acteur juif, est assassiné. Les juifs accusés de sionisme sont exclus des professions diplomatiques et judiciaires. Le biologiste Lysenko se dit capable, grâce à la science prolétarienne, de faire pousser des tomates carrées. Staline l'approuve. Il se considère aussi comme le plus grand écrivain du monde.
Le culte de la personnalité devient délirant. Sa maison natale de Gori est un lieu de pèlerinage pour des millions de visiteurs. Ses statues ornent les villes dans toutes les républiques de l'Union et toutes les démocraties populaires. Il impose ses goûts en architecture. Son image flotte sur les cimes du Caucase. En éliminant ceux qui lui portent ombrage, Staline a fait le vide autour de lui. L'homme vieillit. C'était une vieillesse de chien, écrit Solzhenitsyn. Une vieillesse sans amis, une vieillesse sans affection, une vieillesse sans désir. Il assiste à des défilés où sa personne est glorifiée. Avec la victoire de Mao Tse-tung, le camp communiste s'est agrandi d'un demi-milliard de Chinois. Lorsqu'il se rend dans la patrie du socialisme en décembre 1949, c'est le 70e anniversaire de Staline. Au théâtre du Bolchoï, Mao assiste ébahi, en présence de Khrouchtchev, à l'apothéose du culte rendu au petit père des peuples. Le soir, sur la place rouge, un spectacle grandiose attend les moscovites. Suspendu à un dirigeable, l'image de Staline monte au firmament. Les fidèles, Khrouchtchev, Molotov, Malenkov et d'autres, assistent à la revue du 1er mai 1952. La paranoïa de Staline est à son comble. Il se méfie de tous, y compris de Molotov, dont il a déjà déporté la femme parce que juive. Même Beria, son ami, l'agace, avec sa manie de peupler l'administration de Géorgiens. Pourtant, Beria sait le flatter, mais son influence décline. Tous sont suspects, y compris ses médecins du Kremlin qu'il fait arrêter. Staline voit très peu ses petits-enfants et sa fille Svetlana. Que c'est long un jour de parade pour un dictateur vieillissant. Certes, l'URSS est reconstruite. La croissance de l'industrie lourde et celle des armements est rapide. Mais l'économie de consommation est bloquée. Le niveau de vie progresse peu, la crise du logement et les pénuries rendent difficile la vie des soviétiques. Reste l'espoir du progrès et la confiance dans l'avenir. Le défilé du 35e anniversaire de la Révolution d'octobre sera le dernier défilé pour Staline. Il les regarde. « Qu'auriez-vous fait sans moi, mes petits chats ?» aurait-il dit. Les soviétiques le saluent pour la dernière fois. Début 1953, le mythe est au zénith. Le pays s'est arrêté. Tout un peuple s'est mis à pleurer. Staline est mort. À l'étranger, l'émotion est immense. Churchill, De Gaulle salue l'homme de la Seconde Guerre mondiale. Lors de son enterrement, la foule essaie de s'approcher et certains meurent étouffés ou piétinés. Andreï Sakharov lui-même, le futur dissident, est ému. « Je suis sous l'influence d'un grand homme, je pense à son humanité. » Le corps de Staline est conduit au mausolée, aux côtés de Lénine. Svetlana regarde son père avec des sentiments mêlés.
Son frère, Vassili, est là, déjà marqué par l'alcoolisme. Dans le monde, des centaines de millions de personnes pleurent Staline. Il n'a pas fallu 3 mois pour que la réalité l'emporte sur l'illusion. Les ouvriers de Berlin-Est se révoltent. Il n'a pas fallu 3 ans pour qu'à Budapest, le mythe s'écroule et que la statue soit déboulonnée. Il a fallu aussi, 13 ans plus tard, les chars soviétiques pour rétablir un ordre stalinien à Prague en 68. Puis en 70 et en 80, la Pologne, encore la Pologne. Ce sont les Polonais qui sonnent le glas du communisme en 89. Staline est mort une seconde fois, entraînant une autre mort, celle du père fondateur, Lénine. L'URSS n'est plus. Des millions d'hommes et de femmes ont disparu. En rejetant l'esprit de Yalta et l'entente avec l'Occident, Staline a choisi la puissance d'un empire et le despotisme. L'engrenage fatal était déclenché. Que reste-t-il de Staline ?